Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à bord, bienvenue dans le port de Celticos et bienvenue à bord du Bretagne. Bretagne, bassin de Radoub. Eh bien oui, on va faire l'historique de ce navire, un historique assez particulier, pas forcément énormément de beaucoup de batailles, mais un destin dramatique et ça m'a paru intéressant d'essayer de compiler tout ça. Alors, le Bretagne, cuirassé français de rang 5, qui commence à nous réconcilier avec les cuirassés français, dans la mesure où les premiers n'ont pas forcément une grande... ne suscitent pas véritablement l'enthousiasme. Mais le Bretagne commence déjà à apporter quelques réponses, des réponses qui n'iront qu'en s'améliorant, surtout avec les successeurs. Je pense aux Normandie, au Lyon, par exemple, ou Richelieu. Alors, on va commencer déjà par l'historique, parce que l'historique est un tout petit peu particulier. Et pour comprendre l'historique du Bretagne, on va s'attacher à son prédécesseur dans l'arbre technologique, le Courbet. Historiquement, quand les Français décident de se construire des super dreadnoughts pour suivre un peu la mode, comme ça se faisait à peu près partout, ils ont 10 ans de retard. 10 ans de retard par rapport à l'Angleterre et l'Allemagne. Cela s'explique par le côté un peu frileux, bien sûr, de cette volonté d'améliorer leur flotte. Ils étaient assez contents de leur dreadnought. Hein. Mais l'idée d'avoir un super dreadnought, bah oui, il y avait ses détracteurs et il y avait des gens qui étaient favorables à cette idée. Le souci, c'est que 10 ans de retard viennent aussi du fait que l'Allemagne et l'Angleterre étaient en pleine course d'armement. Et quand on est en course d'armement, forcément, on se motive l'un l'autre. Et ils avaient un peu laissé sur place toutes les autres nations, sauf peut-être les États-Unis et le Japon, mais pour d'autres raisons. Il y avait aussi une course d'armement entre ces deux-là. Donc, les Français, finalement, décident de reconstruire leur super dreadnought. Nous sommes, grosso modo, dans les années 10, 12, 11. Et le problème qu'ont vont rencontrer les Français, c'est qu'ils ont, à part le retard évidemment, ils ont un autre problème, c'est la longueur et la taille des bassins. Ils n'ont aucun bassin de plus de 166 mètres, c'est-à-dire comparable aux bassins qui ont permis la construction du Courbet. Donc ils sont gênés aux entournures et ils sont obligés de refaire l'équivalent du Courbet. Pourquoi à ce moment-là, faire simple et quand on peut faire compliqué, ils ont, au lieu de faire un navire avec la taille du Courbet, ils vont tous reprendre le Courbet. Et ils vont décider de lui adjoindre un blindage supérieur. Et qui dit blindage supérieur dit forcément vitesse moindre, évidemment, puisqu'on alourdit le bestiau. Donc ils vont essayer de l'alléger, et pour cela, ils vont virer les deux tourelles que vous voyez, la latérale. Ils vont les virer pour en mettre qu'une seule au centre, dans la longueur, et ça va nous donner le Bretagne, comme le prouve, voilà. Effectivement, on a le Bretagne. Alors, on a évidemment, il y a quand même quelques petites innovations, outre cela, bien sûr, puisque on est passé des, des 12 canons de 305 mm, on est passé à 10 canons de 340. Déjà, ça distribue quelques chouquettes supplémentaires et quelques chouquettes de taille un peu plus grande. Il est mis en service, le Bretagne, en 1915, donc avec une coque type Courbet, mais il ne va participer, et ça c'est le début de sa destinée, il ne participe à aucun combat, on est en 1915, à aucun combat de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Français vont réaliser qu'on est rentré en guerre, dans le cas de la guerre maritime, dans l'ère des sous-marins et des torpilles, et que le Bretagne mais le Bretagne n'est absolument pas prévu pour affronter ce type de combat. Il n'y a pas de ceinture anti-torpille, en tout cas elle n'est pas terrible, sa ceinture anti-torpille, dégâts réduits à 13%, comme vous pouvez le constater. Donc les Français, qui sont quand même pas complètement idiots, se disent ça sert à rien de partir, de l'envoyer en mer, faire des missions, alors qu'il risque de se prendre une torpille et de ne pas en sortir. Donc il ne va rien participer à aucun conflit, aucune bataille lors de la Première Guerre mondiale.
Ce faisant, on va, après, comment dirais-je, on va, après la Première Guerre mondiale, commencer à l'essayer de moderniser. Alors, le Bretagne avait deux sisterships. Il y avait le Provence et le Lorraine. Ils vont être refondus et modernisés entre 1931 et 1936 à plusieurs reprises. Les travaux vont essentiellement porter sur le remplacement d'appareils propulsifs, donc ils vont avoir des moteurs un peu plus puissants, la modernisation, bien sûr, mais aussi la défense contre l'anti-aérienne et la conduite de tir qui va aller en s'améliorant. Vous savez qu'à partir un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, les canons tiraient de plus en plus loin et il fallait une conduite de tir un tout petit peu plus élaborée. Donc, après avoir fait plusieurs, comment dirais-je, plusieurs passages dans les chantiers, entre autres au chantier de la Seine-sur-Mer, d'ailleurs, de 1932 à 1935, le Bretagne se trouve à Toulon au début de la Seconde Guerre mondiale. Il va participer à la couverture des convois de 39, qui sont à peu près en 39, avant d'être envoyé en 39 jusqu'à mars 1940 pour un grand carénage. Ensuite, le Bretagne va assurer, comme bon nombre de navires français, à cette époque, je pense entre autres à l'Émile Bertin, au la Galissonnière, ou au Gloire, au Béarn. Ils vont s'occuper du transport de l'or français à Halifax, au Canada. Nous sommes en fin mars 1940. Et ils vont être basés du 3 au 20 mai à Alexandrie, par la suite. Donc ils vont partir à Alexandrie, avant d'arriver le 27 mai avec la Provence à Mersenne-Québir. Nous sommes donc, la situation, vous voyez, l'histoire du Bretagne, en tant que navire de guerre, pourrait s'arrêter là. Il arrive à Mersenne-Québir, c'est évidemment là où il va être détruit, puisque le 25 juin 1940, c'est l'armistice entre la France et l'Allemagne. Et dès lors, les Anglais, alors qu'il y a d'autres bateaux français, je vous rappelle qu'il y a le Duguay-Trouin, le Gloire, je crois quand même le Dunkerque, qui sont en train de faire les allers-retours pour transporter l'or de la France au Canada, et ils courent le risque à un moment donné d'être capturés par les Canadiens, qui obéissent à l'ordre de l'Angleterre. Ils veulent s'assurer que la flotte française ne va pas se retourner contre eux, maintenant qu'ils ont signé l'armistice. Donc tout simplement, à ce moment-là, alors que le Bretagne est à Mersenne-Québir, les Anglais posent la question à plusieurs navires français, et certains vont effectivement s'allier vont accepter une sorte de neutralité et accepter d'être mis un petit peu sous scellé, mais d'autres qui appartiennent, à ce moment-là, le Bretagne relève du gouvernement de Pétain, vont refuser bien sûr de se rendre. Donc les Anglais vont leur donner un ultimatum. Soit ils acceptent de rentrer au contrôle britannique, soit ils seront attaqués. Ou alors on leur demande de se saborder. Soit il n'y a pas 36 solutions, ils acceptent de se mettre sous les ordres des Britanniques ou ils se sabordent. Sinon, ils seront attaqués. Naturellement, les pourparlers vont connaître un échec cuisant. Et plusieurs cuirassés, le Valiant, le Resolution et le Wood, vont venir à Mersenne-Québir, fermer le port et ouvrir le feu sur 4 cuirassés français. Je rappelle ce qu'ils étaient. Donc il y avait le Bretagne, le Provence, le Strasbourg et le Dunkerque. On se rappelle, parce que je l'avais raconté dans une autre vidéo, que les cuirassés français étaient posés cul à quai. C'est-à-dire qu'ils ont été, comme les quais c'était en fait une avancée, ils prenaient des coups de canon, ils tournaient le dos aux cuirassés anglais qui leur tiraient dessus. Certains ont pu lâcher les amarres et ont pu s'éloigner, pour malgré tout être très abîmés, je pense au Dunkerque entre autres. Mais le Bretagne, lui, va prendre 4 obus de 380 et il va chavirer et couler en quelques minutes, en perdant 1012 hommes, ce qui sera la plus grande tragédie maritime en temps de guerre connue par la flotte française. L'épave
qui va rester sur place pendant toute la guerre, sera démantelé après la guerre. C'est ainsi que le Bretagne, en quelque sorte, sans avoir vraiment combattu, va disparaître des cadres et va achever son destin dramatique. Son sister ship, le Provence, lui, qui est très avarié, sera sabordé plus tard à Toulon, le 27 novembre 1942. Voilà pour l'historique du Bretagne. Vous voyez que c'était une historique assez rapide, malheureusement. Il n'y a pas forcément grand chose à raconter. Sur un terme de banc d'essai, on doit dire le Bretagne est opposé à des navires extrêmement prestigieux. Je pense au Congo, je pense au New York, au Koenig, à qui il rend... On en reparlera. À l'Octobskaya, Texas, à l'Iron Duke et au Julio César. En termes d'adversaires que je qualifierais, donc il n'a pas grand chose à craindre. Il y a l'Octobskaya, bien sûr, le russe premium. L'Iron Duke, qui peut lui tenir largement la dragée haute. Par contre, et puis le Julio César, la condition que le Julio César ne lui tire pas dessus. Ce Julio César a un gros avantage, c'est qu'il a de très gros canons et extrêmement précis. Un reload qui peut être amélioré avec l'adrénaline rush. Donc vous risquez d'avoir très mal aux cheveux face à un Julio César agressif. Si c'est un Julio César qui s'occupe pas de vous, qui vous monte son flanc, vous pouvez le couler en 3 salves très facilement. Par rapport à des rivaux comme le Texas et le New York, il n'y a pas grand chose à craindre non plus. Ce sont des navires assez lents, ceci dit, ils font très très mal. Mais le Bretagne a les moyens de leur tourner tête. Le Congo est plus compliqué parce qu'il a une portée plus grande. C'est un croiseur de bataille, il peut tirer d'un petit peu plus loin. Néanmoins, il n'a pas le blindage pour vous résister. Reste le Koenig. Personnellement, moi j'ai un assez bon souvenir d'un combat contre un Koenig avec un Bretagne. Le Koenig est le cuirassé de rang 5 qui a le meilleur blindage de tous les rangs 5. Très impressionnant, il a déjà une assez bonne secondaire. Néanmoins, j'ai coulé un Koenig avec un Bretagne en dogfight, quoi, en 1 contre 1. Le blindage était étonné de voir que le blindage du Bretagne pouvait tenir aussi bien quand il était de face, et même légèrement anglais. Et Koenig, on s'est rendu coup pour coup. Je suis tombé sur quelqu'un qui visiblement ne voulait pas plus céder que moi. Et à 1 contre 1, j'ai fini par avoir le Koenig, simplement en manœuvrant, parce que j'ai manœuvré de façon plus maligne que lui, on va dire. Sur le moment, il a pris une décision plus mauvaise que la mienne. Mais le Bretagne a, à mon sens, les moyens de tenir tête au Koenig. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. On va passer en bataille. La bataille que je vous propose n'est pas une bataille phénoménale. Vous le savez, comme je le dis souvent, bataille pour les historiques, ce sont plus des batailles pour montrer les capacités du navire. Tir de près, tir de loin, capacité de relocalisation, précision, plus que d'essayer de vous éblouir par la science du navire, la puissance du navire. Il y a moyen forcément, mais c'est plus long pour trouver une bataille qui serait vraiment exceptionnelle. Là, c'est juste une pas trop mauvaise bataille, comme vous le verrez, et on va voir ce que ça donne. A tout de suite en bataille. Allez, on est parti. La carte Détroit, le mode domination et donc le Bretagne avec son camo improbable de sapin givré. Nous sommes sur le sud de la carte. Une carte où nous sommes top tiers, une bataille où nous sommes top tiers. D'ailleurs, nous sommes le cuirassé le plus puissant du lot de cuirassés, parce que le reste, ce sont des cuirassés rang 4. Il faudra quand même se méfier en face de nous de tout ce qui est rang 5 en termes de croiseurs. Ce sont des croiseurs à fort potentiel d'incendie. Je pense aux 3 Königsberg et Émile Bertin, mais même au Phoenix. Se méfier aussi d'Isokazé, qui, tout Bretagne que je suis, peut me mettre très très mal avec son reload de torpille infernal. Pour l'instant, nous partons vers C avec l'équipe qui a le bon goût de ne pas se séparer et partir vers le nord, et qui semble vouloir accepter l'idée de partir et de contester C, avec le Chenyang qui nous joue le scout, l'éclaireur. Pas de porte-avions, ce qui n'est pas une mauvaise idée.
On notera que sur la map du Nord, bah, tout simplement que l'équipe a également choisi de se mettre en éventail pour contester A. Donc pour l'instant, départ. Alors il va se passer la chose suivante, c'est le problème, l'inévitable problème des joueurs qui débutent en destroyer. Vous voyez, mais immédiatement, il rentre et met la smoke. Il y a à peu près certains qui n'est pas focus et qui ne peut pas l'être tout de suite, mais il met la smoke. Je regarde un petit détail où il semblerait que le DD rouge soit également lancé, parce que le curseur de capture n'avance pas, donc peut-être que ça explique pour ça. Ça explique que pour la raison pour laquelle il a mis la smoke. Le tout, le fait est, c'est que nous, personnellement, maintenant que le Chen Yang ne peut plus spotter les ennemis, ben nous on n'a plus rien, on n'a plus de solution de tir. Et c'est bien embarrassant. Alors, et moi, tandis que moi, je suis repéré. Donc l'ennemi a une solution de tir sur moi. Donc c'est pour ça que je ralentis, que je vais modifier légèrement ma course. Voilà, ça y est, j'ai enfin des vues. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas des vues très très faciles. Le Kaiser, le Phoenix, le Courbet ont tous des courses assez compliquées pour moi. D'autant qu'il faut bien intégrer le fait que le Bretagne, c'est pas le roi de la précision. Hein. Alors, le Clemson pourrait être effectivement une priorité. Là, on a l'autre Shenyang qui torpille le Clemson, il est merveilleux celui-là. Il n'a pas compris que les DD ne pouvaient pas être accessibles, il a dû faire la gueule et demander pourquoi c'était buggé le jeu, que je suppose. Parce que... Donc la bataille commence effectivement par un loupé en termes de salve, c'est jamais bon psychologiquement, ça me concerne. Ça a tendance à m'agacer un petit peu, donc je vais choisir une cible potentiellement plus facile. Là je viens de prendre des dégâts. Potentiellement plus facile, oui, mais ça signifie pas que je touche. Je suis quasiment arrêté. Hein. Ah, citadelle sur le Phoenix, ça fait du bien. Voilà, je vais redémarrer. Remis en marche arrière, mais je vais pas tarder à me remettre en marche avant. Pour l'instant, je veux finir le Phoenix. Et là, je viens de prendre très cher parce que les cuirassés en face, là, ils visent bien. Phoenix que je vais mettre très très bas en vie, mais que je vais pas réussir à couler. Ça me fera bien râler parce qu'il va toujours se mettre en position où je ne peux pas lui faire de mal. Là j'ai eu du nez, bon enfin, les torpilles du Clemson ont redéveloppé pas mal assez rapidement. Et j'ai eu du nez parce que bah, vous voyez tout le monde se met sur mon dos, j'ai redémarré à temps. Allez, on passe sur des cibles un poil plus faciles. 15 000 de dégâts c'est insuffisant bien sûr. Les rouges, eux, ont capturé les deux bases. B et C, ce qui est très contrariant. En plus, bon, on a un léger avantage en termes de points. On leur a coulé un cuirassé. Là, apparemment, tous les cuirassés sont sur mon dos. Mais bah, je vais rester sur le Kaiser. Ah, ça commence à faire bien. J'ai l'impression que les obus tombent nettement à l'avant de la cible, alors que j'ai posé le curseur là où il fallait. Voilà, boum, explosion du... On a entendu l'explosion du missile, l'explosion du Kaiser, je suppose. Et parfait. Un petit 5009 sur le Rallye Duke qui s'appuie bien. Mine de rien, des ennemis sont en train de s'enfuir. Ils ont un léger désavantage, ils ont perdu quand même 2 cuirassés dans l'aventure. Donc là, moi, je décide de me recentrer et de partir vers C, parce que je vois que personne ne veut me contester et que les points s'accumulent pour l'ennemi. Heureusement, notre isocasé a coulé en Wyoming, ce qui nous remet à 10 points de retard sur les rouges.
le fameux phénix que j'ai laissé très bas en vie, eh bien, il s'en va. J'aimerais bien le détruire, mais... Allez, je remonte. Noma est en train de capturer, donc c'est bon. Je vais aller l'aider à capturer. Le courbé recule. Mal lui en prend. Là, relativement aidé par la précision. Là, pour une fois, la précision, elle m'a pas trop trollé, on va dire. Torpille à tribord. Là, Loma frôle la catastrophe. N'oublions pas qu'il est en train de caper. Le problème, c'est qu'il y a un DD qui le conteste là. Et que le DD va sortir. Voilà. Hawkinson, sorti par Loma, mais il a sorti Loma aussi en représailles et de réaliser les courses. Plus personne ne cap, donc je vais dans le cap. Parce que là, même si on a l'avantage en termes de kills, on mène 6-4, ben on n'a pas de cap. Et ça peut se retourner très vite. Le Phénix est toujours à 4000 points là-bas, tout en bas, tout en haut là-bas. Il est en train de se planquer. Il n'arriverait pas à le sortir. 41 000 de dégâts, je n'ai pas fait de kill. On ne peut pas parler de partie de folie, c'est clair. Mais enfin bon, des vidéos où je raconte l'histoire, c'est jamais pour des parties de folie, c'est juste pour montrer les capacités du navire, c'est tout. C'est une sorte de banc d'essai. Plus qu'un concours de prestige. L'Iron Duke, si je peux le finir, ben non. Il va se finir tout seul. Voilà. Là, je vais décider de ralentir pour pouvoir caper tranquillement. Voilà. Je ralentis pour rester dans le cap. Pour essayer d'avoir quand même un angle sur le Phénix. Et je relance ma vitesse. Puisque l'ennemi, bah, il est là-haut. Hein, donc si tu vas pas à la Gardère ira à toi. Allez, on lance pleine vitesse. C'est-à-dire péniblement, allez, 21 nœuds. On a un Königsberg qui vient nous taquiner en nous expliquant que non, il faut pas, mais bon, il est un peu suicidaire. Ceci dit, la partie est perdue. Hein. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Moi, je me contente de faire d'essayer d'atteindre au moins mon tiers x 10 000, ce qui serait déjà pas mal. Donc 58 de dégâts me comblerait. Voilà, on continue à lui mettre des chouquettes. Ça va bien. Allez hop, on a atteint officiellement les 50 000 de dégâts. Une seule tourelle suffira-t-elle? Oui. Enfin mon kill. Croiseur ennemi détruit. J'ai enfin eu mon kill. Il n'y a rien de prestigieux, mais bon. Bon, pendant ce temps, les trois navires qui restent, c'est-à-dire deux Königsberg et l'Émile Bertin, se sont enfuis tout en haut de la map. Donc, mon propos, ça va être tout simplement d'aller chercher B. Partie de croisière, évidemment. À ce moment précis de la partie, les trois derniers survivants rouges
n'ont pas grand-chose à espérer, donc on va pas analyser leur mouvement en essayant d'expliquer pourquoi ils ont fait une erreur et tout. Leur situation est complètement catastrophique, ils sont 3 croiseurs, entre une puissance de feu assez énorme, 5 cuirassés, 2 croiseurs et un DD, ils n'ont pas grand-chose à espérer. Le DD et le Shenyang peuvent même s'amuser à caper sous leur nez, sans que ils puissent faire grand-chose. Hein. Ils ne peuvent pas se rapprocher, parce que ça obligerait qu'ils se rapprochent du Wyoming. Lequel Wyoming est en danger. Hein. Il a pratiquement perdu toute sa vie. Là, on tente d'en tirer un loin, donc on va voir ce que vaut la précision du Bretagne. Sachant qu'on est trollé quand même pas mal au niveau des canons. Et ça partait bien, mais bon, voilà, j'encadre, je fais juste un overpen sur le Königsberg. Königsberg qui a sorti le Wyoming. Ah, ils grignotent un peu, mais ils sont... comment dire, ils sont... bon, ouais, c'est mort, ce pauvre. Donc ils vont faire la seule chose intelligente dans ces cas-là. Ça sert à rien de faire durer le plaisir. Ils vont se tourner et venir au contact pour qu'on en finisse. Alors je mets ce morceau de bataille parce que bon, ben, il se passe pas grand-chose, je vous l'accorde. Le final va être à poil plus intéressant. Mais l'idée c'était de montrer un petit peu de montrer de Bretagne, de montrer la précision de loin comme à mi-distance. Là on a vu que de loin c'était pas de GN. Je suis pas forcément un... On va revoir ce tir là. Bon, il était peut-être pas mal tiré, mais on a vu que s'il avait été bien tiré, je ne sais pas si j'aurais touché avec plus d'un obus. Émile Bertin qui s'est pris une grosse chouquette, mais qui est en train de se prendre très cher, mais bon. Voilà, une salve pour rien, ça m'apprendra Notre équipe a pris l'avantage. à vouloir faire du KS. Donc maintenant qu'on a les 3 caps, je me propose d'aller chercher le Königsberg, un des deux. La victoire est à notre portée. Lequel a sorti son Shenyang, ce qui fait que on n'est plus que 6 contre 2. C'est amusant, ils grignotent. Ils sont sympas, il n'y a rien à dire. Hein. Mais à mon avis, celui-là, il va pas tarder à passer à Patresse. Là, par contre, les tourelles de chasse sont particulièrement efficaces. Elles sont assez précises. Là, je suis obligé de m'angler un petit peu. Mais voilà, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc reste le dernier Königsberg, qui bien sûr, c'est une forme de suicide, hein, vient venir m'affronter. Je sais pertinemment, pour avoir joué le Königsberg plus d'une fois, que son propos va venir être de me torpiller. Là, j'ai un beau fade en termes de tir. Donc je m'attends à une manœuvre de sa part assez classique, c'est-à-dire il va tourner, il va me regarder, et puis il va me foncer dessus en montrant que son étrave, et tourner au tout dernier moment pour me balancer tout ce qu'il a en torpille. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à espérer. Il y a un cuirassé à mes côtés, un peu 2-3 heures avec moi. Il a strictement aucune chance. Je vais sortir le Bretagne, ça lui rapporterait d'XP, donc voilà, il tourne. Et il fonce. Il se fonce dans une situation où il est quasiment pas intouchable, mais très compliqué à toucher, même à 7 km. Donc vous voyez, j'ai rechargé, j'attends. J'attends, ça c'est un coup que j'aime bien faire. Voilà, il tourne, les torpilles à 5 km. Allez, la salve, et voilà. Frappe dévastatrice. Croiseur ennemi détruit. Fin de la game. Voilà, alors on va passer aux écrans de bataille maintenant. Les écrans de bataille, que nous disent-ils? C'est une victoire, 7877 points d'XP, 1580 points d'XP libre avec des achievements frappe dévastatrice,
2 citadelles, 37 coups au but, 2 bases capturées, 2 navires détruits. Je finis premier assez nettement devant un Omaha, mais bon, j'étais top tiers, donc il n'y a pas de quoi se grimper au plafond non plus. Ouais, c'est tout. Ensuite, donc 12 000 sur Königsberg, 8 000 sur un autre Königsberg, 15 000 sur Phoenix, 13 000 sur un Courbet, 8 000 sur un Aerodukes, 6 000 sur un autre Königsberg. J'ai parcouru 44 km, ce qui est quand même pas mal pour un navire de ce type, qui est aussi lent, on va dire. Par contre, j'ai assez peu tanké, j'ai eu la chance d'être assez peu focus par les ennemis. 415 200. En batterie principale, j'ai fait 70 000 de dégâts, c'est-à-dire que j'ai mis 39 coups au but sur 170, ce qui fait grosso modo un obus sur 6, ou un peu moins, on va dire un obus sur 5, on va dire plutôt. C'est qui est, ma foi, pas terrible, mais ça provient tout à la fois de la maladresse du tireur, probablement, mais aussi d'une certaine tendance à être trollé par la dispersion. Le Bretagne n'est décidément pas le Julio César en termes de précision, c'est tout à fait clair. On finit avec les 15 000 points d'XP de commandant supplémentaires réussis à être pris, ce qui est plutôt pas mal. Alors, en conclusion, moi j'aime beaucoup le Bretagne. C'est un navire que j'aime jouer de temps en temps. Je l'ai depuis le début. Donc je l'ai monté et j'apprécie de ressortir de temps en temps. C'est pas mon tier 5 préféré, clairement. Il y en a un ou deux que je joue préférentiellement. Mais si je dois revenir sur une troisième fois sur les cuirassés tier 5 de la journée, le Bretagne, c'est assez souvent celui que je prends. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite anecdote supplémentaire, à Brest, il y a une rue qui s'appelle la rue du Cuirassé Bretagne. Mais oui, c'est la seule rue, comment dirais-je, à ma connaissance, la seule rue en France, dans une seule ville en France, Brest, qui a consacré le nom d'une rue à ce cuirassé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Il n'y a pas de grands événements à raconter, mais j'avais envie de raconter le destin tragique de ce navire. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me demander des navires si vous souhaitez voir l'historique de certains navires traités. D'ici là, à très bientôt, si vous le voulez bien.